Alors permettez-moi d'abord d'avoir une petite pensée pour mon professeur de français, Monsieur Laurent en seconde, qui jamais aurait pu imaginer que je me retrouve face à des amis des lettres. Même moi, je n'imaginais pas. Alors, je fais juste une petite rectification. J'ai été responsable pendant longtemps chez BNP Paribas du déploiement de l'intelligence artificielle dans les activités de l'IT, donc concrètement à peu près 15 000 personnes sur lesquelles nous avons déployé à marche forcée l'intelligence artificielle. Et je vais globalement essayer de parler un peu avec vous aujourd'hui, à la fois de cette technologie qu'est l'intelligence artificielle, et puis ce que moi, en tant qu'ingénieur en informatique, je vois comme impact vis-à-ь de la littérature. Mais j'aurais pu tout aussi bien parler face à des physiciens, des chimistes, ou n'importe quelle activité, puisque finalement, cette déferlante qui arrive, elle touche tous les secteurs. Donc, je n'aurai pas forcément d'éléments qui tendront à vous prouver que la littérature est plus impactée que la chimie, la physique, la médecine ou la pharmacopée. Si on revient rapidement sur ce que fait l'IA, il faut dire que l'IA existe depuis déjà très très longtemps. Elle existe déjà depuis les années 60. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on en parle comme ça? Dans les années 60, 70, 80, les systèmes informatiques, et déjà ne serait-ce qu'en informatique, une simple condition, if then else, c'est une première forme de choix que l'on impose. Donc c'est une première forme d'intelligence artificielle. Dans le monde de la banque et dans différents secteurs, il existait ce qu'on appelait des systèmes experts, qui étaient des systèmes qui étaient basés sur des décisions. Et finalement, tous ces éléments existaient déjà au niveau mathématique, au niveau conceptuel. Finalement, ce qui a changé et ce qui a fait que l'intelligence artificielle devienne un mouvement tel qu'on le rencontre actuellement, c'est la convergence du monde du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, vous utilisez ce qu'on appelle des processeurs de graphique qui s'appellent des GPU. Et vous allez voir que le GPU devient très très important. Et d'ailleurs, toutes les évolutions se font soit par le plaisir et la distraction de l'homme, soit par les armées. Mais voilà, c'est comme ça que l'homme évolue. Et il y a eu un moment, une conjonction qui s'est effectuée lorsque un grand fabricant de cartes vidéo de jeux, Nvidia, s'est dit, mais finalement mes cartes, elles apportent de la puissance, ce qu'on appelle les GPU, Graphic Processor Unit, alors que dans un ordinateur, vous avez de la CPU, Compute Processor Unit. Et ce fabricant de cartes vidéo s'est dit, mais pourquoi est-ce que, alors qu'il existe ce qu'on appelait, on verra un peu plus loin, des circuits de neurones qui ont besoin de puissance, les CPU actuels ne répondent pas aux besoins de puissance. Pourquoi est-ce que mes GPU qui sont dédiés aux gamers, aux jeux, aux jeunes qui jouent dans des jeux à 3 dimensions dans lesquels on est intégré, etc. Pourquoi est-ce que finalement cette puissance de calcul, je ne l'associerai pas aux réseaux de neurones qui sont nécessaires et qui existent depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et c'est là où on arrive sur cette convergence finalement entre des principes mathématiques qui n'avaient pas de technologie sous-jacente et une technologie qui était faite pour du jeu et qui supporte finalement des réseaux de neurones. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que l'IA n'est pas quelque chose de neuf. Elle existe très longtemps dans la modélisation des mathématiciens, et il a juste fallu cette conjonction entre cette technologie de la GPU et cette capacité que l'on avait conceptuellement de créer des réseaux de neurones. Un autre aspect que je voudrais dire, c'est que maintenant qu'on a cette convergence entre des principes de raisonnement liés à des principes mathématiques et de la puissance machine, pourquoi est-ce que c'est une vraie révolution? Je pense que si on fait un peu le point sur l'histoire de l'homme, chaque révolution, il y a eu des révolutions industrielles qui ont chacune cassé un pan de la société. La première révolution, c'est la révolution industrielle. On n'avait plus besoin de tant d'agriculteurs pour nourrir, les agriculteurs sont partis dans les usines. Souvenez-vous, il y a quelque temps, un bon terrassier pouvait faire 8 mètres cubes par jour. C'est ce que bougeait un terrassier lorsqu'il remuait de la terre. Maintenant, un godet dans une mine fait 8 mètres cubes dans un godet. Donc, c'est la première révolution que l'on a connue. La deuxième révolution, on l'a vécue il n'y a pas très très longtemps, c'est lorsque les robots sont arrivés dans les usines. Où, à ce moment-là, les agriculteurs qui passaient devenaient ouvriers, les ouvriers ont été transformés, on a fait des cols blancs, et c'est la troisième révolution que l'on va vivre. C'est le secteur du tertiaire qui va être fortement impacté par la révolution, par l'IA. Donc chaque activité va connaître sa propre révolution. C'est pas noir ce que je dis, c'est juste une réalité. Souvenons-nous que lorsque la voiture a été inventée,
on a cassé toute une économie qui était liée au relais. Il fallait des gens qui nourrissent les chevaux, il fallait des palefreniers pour les chevaux, etc. Donc il y a eu une baisse d'activité, mais néanmoins l'industrie a remonté ensuite. C'est un peu d'ailleurs la thèse de l'économiste français qui explique, qui a gagné, je ne sais plus comment il s'appelle récemment, qui explique que les révolutions industrielles sont d'abord destructrices d'emplois pour générer ensuite quelque chose. Donc on va être dans cette vague-là de destruction massive, c'est pas noir, c'est juste qu'il va falloir se dire que c'est une réalité, et pour recréer de la valeur après.